je suis ravie de savoir que Laurent est parmi nous en distanciel. Donc, vraiment, c'est super. Merci beaucoup, Laurent, d'être là avec nous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette conférence qui ne devra pas vous priver, évidemment, d'aller dans les salles parce que faire une exposition sur un artiste peintre, c'est vraiment, je dirais, très important de pouvoir être vraiment in situ, en face des œuvres, pour avoir un choc esthétique. Car c'est vraiment le cas avec l'œuvre de Georges Mathieu. Alors simplement pour une petite introduction, pourquoi ce projet à la Monnaie de Paris? Donc déjà, nous sommes 3 commissaires. Donc moi, j'interviens par rapport à l'histoire de Mathieu et sa relation avec la Monnaie de Paris et notamment son directeur, Pierre Dehaye. Donc c'est une amitié très profonde qui va se tisser entre les deux hommes et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc j'interviens pour cette partie-là. Et ensuite, il y a deux autres grands noms de l'histoire de l'art, notamment Christian Brien, qui est le chef du service d'art moderne au Centre Pompidou, et également Éric Dechassé, qui est un grand spécialiste aussi, donc qui est directeur donc de l'Institut national d'histoire de l'art et qui connaît particulièrement bien donc l'œuvre de Mathieu. Et donc, en fait, l'idée de cette exposition est née eh bien, d'un rapprochement entre la Monnaie de Paris, Éric Dechassé et aussi l'Institut, pour se dire mais pourquoi ne pas faire une exposition à la Monnaie de Paris sur cet artiste absolument singulier et très emblématique d'une période, je dirais, vraiment très importante dans l'histoire de l'art. Et de fait, on a considéré que c'était vraiment bien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que une grande exposition monographique a été consacrée à l'artiste en 1971 et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, pour cette raison, il semblait évident, voilà, que 50 ans plus tard, un peu plus de 50 ans, c'était tout à fait pertinent de faire une exposition rétrospective donc du travail de Mathieu. Et donc, c'est la raison pour laquelle il nous a paru évident aussi donc de nous rapprocher du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou a une actualité très importante, car vous savez certainement qu'il va fermer ses portes pour de grands travaux. Donc, dans ce temps de métamorphose du Centre Pompidou, évidemment, l'idée c'est de pouvoir sortir les œuvres des réserves, etc., et de les présenter donc soit dans différents musées ou dans le cadre d'expositions. Et donc, de fait, il était, je dirais, de bon ton, finalement, que dans le cadre du projet Constellation mené par le Centre Pompidou, ben, la Monnaie de Paris soit la première étoile de cette constellation avec donc la première sortie d'œuvre du centre donc qui est présentée à Paris dans notre institution. C'est comme ça donc qu'est né le projet. Sur cette page d'accueil, voilà, qui porte un titre, je dirais, tout à fait prémonitoire, en fait, puisque geste, vitesse, mouvement, ce sont 3 mots qui ont été, je dirais, dits et martelés par l'artiste pour qualifier son travail. Et notamment, ce que je souhaitais aussi, c'est vous montrer justement l'installation d'un des tableaux emblématiques. Quand le public arrive et monte l'escalier d'honneur, vous avez cette toile immense qui s'appelle Les Nymphes de Diane et qui est vraiment très caractéristique du style de Mathieu, qui est donc le père fondateur d'un courant artistique dont il sera le seul représentant, qui s'appelle l'abstraction lyrique. Et donc, cette toile a été spécialement créée, peinte par l'artiste. Alors, vraisemblablement in situ, on n'a pas vraiment de preuves, on n'a pas réussi à retrouver dans les archives la manière dont ça s'est vraiment réalisé, mais en tous les cas, elle a été faite spécialement pour être placée justement entre deux grandes colonnes de cet immense escalier d'honneur. Et donc, ces nymphes de Diane accueillait le public de l'époque, ce qui est le cas encore aujourd'hui. L'exposition donc a lieu du 11 avril au 7 septembre et nous espérons avoir un public nombreux pour venir découvrir donc nos salles. Le parcours donc se déploie dans les grands salons historiques de la Monnaie de Paris et donc vous avez un parcours assez fluide et vous avez une douzaine de salles et ainsi le public peut déambuler et on a choisi avec Christian et Éric Dechassé donc un parcours qui soit
thématiques pour montrer, je dirais, les grandes étapes du travail artistique de cet artiste absolument étonnant qui va vraiment avoir un rôle déterminant dans la création artistique de, de la deuxième moitié du XXe siècle. Nous avons eu la bonne idée de mettre une chronologie avec les moments forts donc du travail et de la carrière de l'artiste, que là je ne détaille pas, mais donc on a fait ça en grand panneau et en mettant en même temps donc des visuels qui permettent à chaque fois de représenter l'artiste soit en mouvement, soit comment dirais-je, dans un contexte particulier. Et surtout, donc Mathieu à la Monnaie de Paris, donc c'est vraiment une histoire que l'on peut même qualifier de bromance entre Mathieu et Pierre Dehaet. Mathieu est un artiste déjà extrêmement connu dans le monde entier et donc voilà, sa carrière est vraiment très bien établie. Et il décide en 1966 donc de solliciter un rendez-vous à Pierre Dehaet pour venir un petit peu découvrir la Monnaie de Paris, ses activités et visiter les ateliers. Et donc, dès le départ, ça va très, très bien fonctionner. Il va y avoir voilà, des atomes crochus entre les deux hommes qui vont très vite développer en fait une correspondance très, très, très assidue. Et donc, ils vont presque que quasiment s'écrire chaque jour. Et donc, pourquoi en fait ces deux hommes vont réussir à si bien s'entendre? Eh bien, tout simplement parce que Pierre Dehaet, donc, est un homme très cultivé, un homme qui connaît l'histoire, qui connaît évidemment la Monnaie de Paris par cœur, et depuis son arrivée, donc à partir de la fin d'année 1962, il n'a eu de cesse donc de moderniser l'institution et surtout auprès des artistes de la seconde école de Paris, donc qui a commencé à fleurir à partir de 1945, eh bien, son but, c'est de pouvoir promouvoir, développer l'art de la médaille donc contemporaine. Et donc, de fait, il va, Pierre Dehaet, ainsi, je dirais, s'asseoir sur un creuset d'artistes qui vivaient dans le quartier, la Monnaie de Paris, mais aussi plus largement donc, en France, mais aussi avec des artistes donc, étrangers. Il va ainsi permettre à la Monnaie de Paris de devenir un des leaders donc, de la création médaillistique dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, évidemment, Mathieu, qui a déjà beaucoup bourlingué, et j'y reviendrai tout à l'heure, forcément se trouve à un moment, je dirais, extrêmement curieux et n'a de cesse de vouloir continuer à s'intéresser, parce que c'est un homme extrêmement curieux, Mathieu. Et donc, du coup, lors de ce premier rendez-vous, voilà, finalement, dans un premier temps, on en reste là. Mais néanmoins, dans toutes les recherches que j'ai pu mener, que ce soit à Savigny dans le dossier concernant Mathieu, mais également donc, au comité donc Georges Mathieu, qui est en fait l'ayant droit donc, de l'artiste, qui a créé un petit centre de documentation et de recherche ouvert donc, au public et aux chercheurs. Donc, il est possible de pouvoir consulter sur place. Donc, j'ai pu vraiment passer beaucoup de temps et m'apercevoir en fait que dans un premier temps, voilà, c'est surtout Pierre Dehaet qui va solliciter Mathieu en lui disant: «Écoutez, cher ami, ce serait bien que vous puissiez créer une médaille pour la Monnaie de Paris». Et ça va se faire en 1967. Et donc, il va créer une première médaille et je reviendrai tout à l'heure. Lorsque quelques années passent, donc leur amitié est toujours nourrie et à un moment, finalement, Pierre Dehaet dit à son ami: «Mais écoutez, cher Georges, je vous fais une proposition. Est-ce que cela vous intéresserait de venir, heu, à la Monnaie de Paris? Je vous laisse carte blanche pour une exposition qui vous est intégralement dédiée». Alors évidemment, Mathieu, tout de suite, se sent, vraiment, très honoré et accepte. Et donc de fait, pour cette exposition qui va avoir lieu, d'avril à mai, il va créer une trentaine d'œuvres peintes spécialement pour l'exposition autour d'une thématique particulière, donc celle des musiciens du XVIIe donc, et XVIIIe siècle, les compositeurs donc, de musique donc, baroque, parce que ça, c'est vraiment un thème, la musique, qui intéresse énormément Mathieu. Et puis, en même temps, Pierre Dehaet lui dit: «Bah, écoutez, cher ami, la peinture,
c'est très bien, mais la médaille, c'est peut-être mieux. Et donc, du coup, l'artiste va très vite se plonger dans les livres d'histoire, et j'y reviendrai tout à l'heure, et proposer ainsi une série que l'on va appeler les 18 moments de la conscience occidentale. Mais surtout, il y a une tradition à la Monnaie de Paris, lorsque on monte une exposition temporaire monographique, les artistes sont invités à réaliser leur autoportrait. Et donc, vous voyez l'autoportrait de Mathieu, donc sur la face de cette médaille, avec la légende qui ne prend pas le pourtour, mais que vous avez donc je dirais en verticale, qui est là pour commémorer cette exposition. Vous avez une vue qui représente quelques vitrines dans la salle du Pré, et Mathieu, avec Yvonne Goldenberg, qui était donc la conservatrice du musée monétaire à l'époque. Il va tisser là aussi une relation, je dirais, professionnelle très, très, très intéressante. Elle va l'initier à l'art de la médaille, qu'il connaissait déjà un petit peu par ses lectures précédentes, mais surtout, ensemble, ils vont monter cette exposition extrêmement didactique. Et vous voyez sur ce visuel, en fait, il y a des représentations des médailles en grand format. Il y a des panneaux qui expliquent le pourquoi de la création de cette médaille, la thématique, etc. Et donc, tout ça nourrit avec d'autres éléments contextuels qui font que c'est vraiment une exposition dont Mathieu est le scénographe. Et à chaque fois que Mathieu a décidé de monter une exposition, que ce soit chez nous ou ailleurs, il a toujours été son propre scénographe. C'est-à-dire qu'il sait vraiment et il veut systématiquement se mettre en scène, ce qui dénote un trait de caractère chez lui. Mathieu est un communicant, et donc il s'occupe lui-même de cette communication qui lui tient à cœur. Et voilà, il a une manière très particulière de se mettre en avant. Et puis, évidemment, je vous présente aussi une photo où on voit Mathieu en train de présenter donc son exposition au ministre des Finances de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, et à côté du ministre, vous avez Pierre Dehaye, et ensuite, à côté de Pierre Dehaye, vous avez voilà, en livrée un huissier de la Monnaie de Paris. À l'époque, c'est le grand chic. Avec mes deux collègues commissaires, nous avons souhaité présenter dans la salle du Pré les plus grandes toiles réalisées par Mathieu. Le Centre Pompidou a eu la générosité de nous prêter à peu près 16 œuvres donc de leur collection, et notamment les très grands formats. Donc ce sont des toiles peintes sur voilà, un format à peu près entre 6 mètres ou 7 mètres de longueur, sur 2,50 m, voire 3 mètres de haut. Donc ce sont des formats absolument considérables. Les œuvres que je vous présente là, donc il y en a 3. Vous avez en face de vous donc la bataille de Bouvines. Vous avez de l'autre côté donc une toile qui représente la victoire de Denain. La bataille de Bouvines a été peinte en 1954 dans les sous-sols en fait des cinémas Pathé Frères. Et donc Mathieu a la caractéristique, donc certes, de travailler sur grand format, mais surtout, il peint très, très vite. Et donc, Mathieu, c'est lui-même, je dirais, affiché dans sa communication comme étant le peintre le plus rapide du monde. Alors que d'autres artistes prennent le temps en atelier, voilà, de faire leur composition et ensuite, chaque jour, d'y travailler, eh bien, avec Mathieu, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il prend ses couleurs, ses pinceaux, et c'est parti. En 3/4 d'heure, il vous fait une toile de cette taille. C'est absolument incroyable. Et donc, de fait, c'est vraiment absolument sidérant. Mathieu peut être considéré comme un artiste qui fait de la performance, mais il ne s'est jamais considéré, en revanche, comme un performeur, car à l'époque, c'est une notion qui n'existe pas. Donc ça, c'est vraiment très important. Nous avons souhaité présenter dans l'exposition, ce que je ne vous montre pas là pour vous donner envie de venir dans les salles. Nous présentons de la documentation qui permet, je dirais, de montrer que même si Mathieu peint vite, néanmoins, et ça j'ai pu vraiment le constater dans ses archives, il prend le temps en amont d'étudier, de lire,
de s'approprier toute une documentation extrêmement riche pour retranscrire ensuite, je dirais, comme voilà, il prend le temps, si vous voulez, d'ingérer toute cette information et ensuite, il y a comme une espèce de déferlante d'énergie qui fait qu'il est en capacité de pouvoir transcrire rapidement donc ce geste, ce que l'on appelle donc pour lui l'abstraction lyrique. Alors l'abstraction lyrique, en fait, Mathieu a considéré que voilà, il fallait absolument rénover, apporter quelque chose de neuf, en fait, dans ce courant de l'abstraction gestuelle. L'abstraction, c'est vraiment un courant généraliste dans lequel vous avez des sous-courants, en fait. Et Mathieu se dit qu'en fait, que le meilleur moyen de renouveler ce genre, c'est justement d'être dans la spontanéité. Et c'est ça qui est vraiment le fer de lance de l'artiste, cette spontanéité, mais qui est nourrie, comme je vous disais à l'instant, vraiment par une quête, par une recherche approfondie. Donc c'est ça qui est, je dirais, paradoxal chez lui. Il prend son temps en amont, mais ça va très vite, très très vite. Et donc le geste, le mouvement, c'est un artiste qui peint, qui fabrique ses outils, il fabrique ses grands pinceaux, il utilise, et ça m'a fait beaucoup rire, quand on a regardé différents films, il utilise des gants de toilette qu'il trempe dans la peinture, et alors il passe le gant de toilette comme ça, qui vient lécher la toile, donc c'est tout à fait saisissant. Et donc soit il couche les toiles par terre et il fait de grands fonds, donc qui sont en général extrêmement profonds, avec des effets de nuances, ou soit il laisse la toile verticale et alors avec ses grands pinceaux, même avec les mains, il peint, voilà, c'est une peinture gestuelle en même temps. Donc il prend la peinture qui sort du tube et il y va. Enfin vraiment, c'est assez saisissant. Et souvent, il se fait représenter, photographier, filmer, donc il est couvert de peinture. Mais aussi, ce qui est caractéristique chez lui, c'est qu'il aime se déguiser. Et pour réaliser notamment donc la bataille de Bouvines, il va faire réaliser un film par Robert Descharnes. Et dans ce film, Mathieu est avec un ami qui est très important pour lui, qui est Michel Tapier, qui est un grand critique, un grand artiste de l'époque. Et donc, dans un film, ils vont se déguiser à la mode médiévale et ils vont faire une espèce de pantomime. Et donc, Mathieu, c'est ça. C'est à la fois énormément sérieux, mais à la fois, vous avez de la dérision. Et Mathieu, c'est donc un homme, comment dirais-je, ambivalent, qui va toujours jouer sur les contrastes, en fait. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Et donc, cette toile, très longue, à un moment, dans ce film, elle est posée dans une charrette, une carriole à cheval. Alors, vous avez de la paille, et donc, c'est filmé. Ça traverse les rues de Paris. Et donc, du coup, c'est extrêmement décalé. Et alors, on voit la carriole à cheval avec le cocher, en fait. Et puis, vous avez les voitures de l'époque. Et voilà, tout ça, ça roule. Et puis, alors, c'est incroyable. C'est absolument saisissant. C'est ça, Mathieu. Il est absolument étonnant. Mais surtout, il prend la parole très vite dans des écrits parce qu'en fait, c'est un théoricien. Il aime la pratique, mais pour lui, écrire, se plonger dans la littérature, se plonger dans la théorie de l'art, c'est pour lui absolument essentiel. Et en fait, avant de mettre en pratique le courant de l'abstraction lyrique, il écrit. Il va donc publier et il ne va avoir de cesse de publier des ouvrages. Et donc, des interviews aussi, il va en donner, mais des centaines et des centaines. Et donc, c'est vraiment un artiste qui parle. Il est bavard, extrêmement bavard. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Là, les Capétiens partout, donc vous voyez, c'est la même date, on est en 1954, et donc ces deux toiles sont rentrées là au centre Pompidou, mais surtout, ici, la Victoire de Denain, donc c'est une nouvelle acquisition, et la toile n'a pas encore eu le temps d'être, voilà, d'avoir un numéro d'inventaire attribué, et donc ça a fait l'objet d'une dation, et donc le centre Pompidou était vraiment très heureux de pouvoir nous présenter cette œuvre. Et voyez le travail de Mathieu, vous avez de grands aplats de peinture, c'est extrêmement coloré. Vous avez même des éclaboussures. Il utilise pour ses fonds de la térébenthine
qu'il laisse goûter sur la toile, ce qui fait comme un effet un peu nébuleux, voire cosmique. Donc c'est extrêmement intéressant. Et puis surtout, chez Mathieu, vous ne verrez quasiment jamais de couleur verte. Pourquoi? Parce que le vert est identifié à la nature. Or, dans le courant de l'abstraction lyrique, dans le concept de ce courant, la nature n'a aucune place. Et donc, c'est la raison pour laquelle le vert est absent, ou quand il est présent, c'est uniquement pour montrer de la violence et pour montrer la mort, ce qui paraît très étonnant. Donc, vous voyez, c'est cette ambiguïté aussi chez l'artiste. Il faut savoir que Mathieu est quand même une personnalité qui est difficile à cerner. On ne sait pas s'il est toujours sincère, on ne sait pas s'il joue la comédie, c'est les deux en même temps, et c'est extrêmement difficile. Et donc, de fait, il a toujours un double langage, mais c'est ce qui fait qu'en fait, il est intéressant. Et c'est une espèce de poil à gratter, en fait. Dans la grande salle, donc, un choc esthétique avec les grandes toiles, mais ensuite, nous avons pris le parti donc d'un parcours chronothématique, et là, ce qui me donne l'occasion de vous expliquer le pourquoi de la naissance de son courant. Et donc, en fait, au départ, donc Mathieu est né en 1921 à Boulogne-sur-Mer. Et puis, alors, il va être très traumatisé par les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et ça va vraiment être une brisure dans sa vie. Ça va l'accompagner toute sa vie. Et donc, du coup, voir que la civilisation occidentale, je dirais, a été aussi menacée dans ses fondements par une barbarie qui s'est déployée à une échelle, je dirais, mondiale et avec férocité, c'est vraiment resté quelque chose de très profond chez lui. Alors au départ, voilà, il ne se destine pas à la peinture et parce que c'est plutôt un professeur d'anglais. Voilà, il apprend l'anglais et donc il se destine à être professeur. Mais finalement, ça le barbe assez vite. Et puis voilà, il commence à dessiner. Depuis qu'elle est partie, qui me fait péter un câble, les élèves qui courent dans les couloirs, qui tapent et qui sont laissés n'importe où. Mais à toi, ça change quoi d'habitude, en vrai? T'es le plus gros râleur que je connais. Peut-être le plus gros râleur, mais je vais quand même te faire sourire. Hein. Non, je t'en prie. Oui, donc c'est un professeur d'anglais et voilà, ça le barbe assez vite. Et puis finalement, il commence à dessiner un petit peu. Mais il faut quand même l'avouer, il s'aperçoit que finalement, il n'est pas très doué pour les représentations figuratives. Donc, quand on a envie de dessiner, de peindre, et que on a un petit problème quand même avec le dessin, voilà, on va trouver un subterfuge. Et on va se dire, mais je peux peut-être créer quelque chose, mais dans l'abstraction. Et donc, c'est comme ça que ça commence. Mais surtout, il va être très inspiré par deux artistes, Camille Brienne, dont je vous montre la toile. C'est la toile qui est sur votre gauche avec un fond bleu. Et aussi un artiste allemand qui s'appelle Vols, alors je vous ai mis surtout beaucoup de vues d'ambiance en fait. Donc ces deux artistes pratiquent l'abstraction et quand Mathieu découvre leur toile, alors là il a un choc esthétique, mais il se dit mais c'est ça que je veux faire, c'est moi, je veux faire ça. Et donc du coup, il va avoir toujours, je dirais, une grande reconnaissance pour ces artistes. Et puis aussi, il va commencer tout doucement à s'intéresser à une technique qu'on appelle le dripping. C'est-à-dire que vous mettez la toile au sol, vous prenez un pot de peinture, vous faites des trous, vous versez la peinture et puis voilà. Ou alors avec un pinceau que vous trempez dans la peinture directement et puis vous faites aller venir votre pinceau, ça coule, etc. Et donc ça crée un motif abstrait. Et ça, finalement, il s'aperçoit qu'il y a un artiste aux USA qui pratique cette technique et qui s'appelle Jackson Pollock. Alors, il faut savoir que à la fin, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais surtout un petit peu après, donc du coup, Mathieu commence à faire des allers-retours aux États-Unis parce qu'il va travailler pour une compagnie transatlantique et donc il s'occupe de la communication. Et ça
ça ne vous aura pas étonné, c'est un homme de communication. Et donc, maîtrisant parfaitement la langue anglaise, pour lui, c'est extrêmement pratique de se rapprocher donc des artistes américains. Et donc, de fait, il va ainsi pouvoir faire connaître Pollock en France. Et puis, il va y avoir un phénomène assez étonnant. Les Américains vont très vite rejeter le travail de Mathieu, et ça va rester pour lui, je dirais, là aussi une brisure, une fêlure extrêmement importante qui s'explique, je dirais, de différentes façons, mais je ne vais pas développer, j'ai encore beaucoup d'autres choses à vous dire. Toujours dans cette première partie de son travail, il va prendre, comment dirais-je, pour partie, donc évidemment d'utiliser les pinceaux, mais surtout de prendre le tube de couleur et de faire sortir la couleur et de l'appliquer directement sur la toile, ce qui s'appelle le tubisme. C'est notamment le cas de la toile qui se trouve au milieu. Et puis progressivement, Mathieu va se détacher de ce courant qui est aussi, je dirais, mis en pratique par d'autres artistes, tels que Fautrier notamment. Et il va commencer à se dire, mais voilà, je peux peut-être trouver un vocabulaire utilisant des signes, et ces signes, il va commencer à les mettre sur la toile et les rassembler dans le centre de ces toiles. Et il va faire une première tentative avec cette œuvre sur fond rouge et noir qui est très belle et qui s'appelle Dynastie. Et là, on sent que quelque chose est en train de naître. Et donc, c'est la raison pour laquelle cette salle, on l'a appelée Limbe. Tous les titres que nous avons donnés pour chaque section, ce sont des mots qui ont tous été utilisés par l'artiste. Donc, nous n'avons rien inventé. C'est vraiment, voilà, on a absolument respecté, je dirais, ses choix conceptuels, en fait, et intellectuels. Deuxième salle, enfin troisième salle, en vérité, nous l'avons appelée emprise du signe et geste médiéval. Mathieu, donc, à partir de ce moment, à partir de 1950, il va exposer dans une galerie, la galerie de René Douin, et pendant 2 jours. Alors ça ne dure pas très longtemps parce que ce sont souvent des expositions éphémères, mais il présente une 8aine de toiles dans lesquelles, voilà, on voit justement ces signes qui représentent un petit peu, je dirais, qui sont un petit peu comme des idéogrammes chinois ou japonais. Pourquoi? Mathieu s'intéresse beaucoup à l'Asie, il voyage beaucoup, il y est allé, et donc de fait, il s'est fait représenter et filmer en train de peindre. Donc là, justement, entouré voilà, de public dans différents grands hôtels, que ce soit à Tokyo ou ailleurs. Et donc, c'est vraiment un endroit du monde qu'il apprécie beaucoup. Et aujourd'hui, Mathieu est extrêmement coté, donc que ce soit à Hong Kong ou même en Chine. Donc, son travail est très, très apprécié par ces pays. Et donc, du coup, vous voyez ces grands signes noirs, mais aussi avec du rouge. Et donc, là aussi, Mathieu se fait représenter en train d'être, voilà, de filmé en pleine action. Alors, il porte sur la tête un bonnet, il est toujours affublé d'un costume qui est là pour l'inspirer. En fait, il se met dans la peau d'un personnage pour mieux, je dirais, incarner son travail. Et donc, c'est cette force qui fait que ça lui donne cette énergie qu'il arrive à déployer. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette époque, Mathieu, voilà, qui est quand même un dandy, va choisir de toujours illustrer ses toiles avec des titres qui font référence à des personnages lointains de l'histoire carolingienne, mérovingienne. Enfin voilà, seuls les grands spécialistes de ces histoires, voilà, de cette histoire de France lointaine, sont en capacité de se dire ah bah oui, mais je connais ce personnage. Mais alors, pour le grand public, voilà, ce sont des noms absolument inconnus. Mais alors ça, Mathieu, il adore. Voilà, parce que ça lui permet de dire, voilà, je suis cultivé et moi je sais. Voilà. Donc c'est ce côté un petit peu désagréable quand même, il faut le dire, de sa personnalité. Bon, on lui pardonne. Geste donc médiéval, donc c'est vraiment un temps fort, on est dans les années 50.
Salle suivante, on change de thématique. Et donc Mathieu fait le tour du monde. C'est vraiment un globe-trotter, il aime ça. À partir du moment où vous maîtrisez parfaitement la langue anglaise, vous pouvez aller partout, ce qui est quand même un grand avantage. Et donc, Mathieu donc se fait représenter, voilà, il est vraiment adulé par le public, mais aussi par certaines grandes compagnies. Parce que voilà, Mathieu, c'est un homme qui est très curieux et qui s'intéresse à toutes les formes d'art. Et donc, Mathieu, sur la médaille qu'il a créée pour l'exposition de 1971 au revers, Mathieu a mis, donc, s'est choisi en fait une devise et s'est choisi, comment dirais-je, une espèce d'emblème ou comme un logo, si vous voulez, qu'il va reprendre partout, qu'il va mettre sur son papier en tête. Et sa devise, c'est Moult de part. Il considère que l'artiste a un rôle à jouer dans la société. Certes, il se considère comme un dandy, mais néanmoins, pour lui, c'est très important que son travail puisse entrer dans tous les foyers. Donc cette vision sociale est très intéressante. Et là, on retrouve toujours cette même ambivalence, en fait. Et donc, Mathieu fait des expositions en 69, rétrospectives, donc au Mobilier National. Il est connu partout, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais surtout, il va être sollicité donc, dès 1967 par la compagnie Air France. Air France est une compagnie qui existe depuis longtemps et en fait, elle souhaite développer des lignes long courrier dans plein de pays du monde. Et pour cela, il faut une campagne publicitaire pour que voilà, les gens qui voyagent, qui fréquentent les aéroports à l'époque, eh bien, aient envie de se dire « Oh, tiens, mais quelle idée formidable d'aller au Japon, d'aller au Mexique, d'aller en Grèce, etc. » Et donc, cette campagne va servir à ça. Et donc, Mathieu, il faut savoir que, en fait, Mathieu a travaillé pour une revue dans laquelle il s'est beaucoup investi et il était un peu le maquettiste et donc il faisait tout. Et donc il faisait la mise en page, etc. Et il utilisait beaucoup les couleurs, il utilisait aussi beaucoup de typographies très différentes. Et donc c'est un génie et il est considéré vraiment dans ce domaine comme étant vraiment extrêmement pointu. Et donc dans cette série d'affiches commandées par Air France, vous avez ici donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 affiches. Il y en a 2 autres, une pour Hong Kong et une autre pour l'URSS, qui a été commandée mais qui n'a jamais été imprimée en vérité. Quand je suis allée avec Christian Brien au musée Air France pour voir de visu la qualité des œuvres, nous avons eu un choc esthétique. Tellement c'est extraordinaire. Et donc je vous invite à venir les découvrir vraiment sur site. Vous avez un travail, il a fait des découpages, vous avez une qualité de photo vraiment, je dirais, d'une grande précision, ce qui fait que vous avez des effets de profondeur. Il est venu redessiner par-dessus, avec des effets de couleur. Il utilise donc aussi, comment dirais-je, des effets métalliques. C'est absolument incroyable. Et il a travaillé avec 5 prestataires de photogravure. Et donc, avec le choix des papiers, le choix des textures, c'est absolument incroyable. Et donc, ça a eu un succès phénoménal. Et donc, un peu comme à la même époque, peut-être que pour ceux qui connaissent bien l'affiche, ce domaine des arts graphiques, Roger Excoffon, qui a réalisé en 1968 pour les Jeux de Grenoble une série de médailles extrêmement stylisées. Eh bien, voilà, ce sont des affichistes. Et Mathieu est aussi considéré par son travail comme étant un calligraphe. Et là, Malraux dira de lui, Mathieu est le premier calligraphe occidental. Donc, sortant de la bouche de Malraux, quand même, c'est fort. Donc, bravo, Georges Mathieu, parce que là, vraiment, il fallait le faire. Et donc, cette campagne d'affichage, voilà, va inonder la terre entière. Ce qui est très intéressant, c'est que pour la France, il s'est inspiré au centre du motif
donc, comment dirais-je, d'une illustration réalisée par cet ornemaniste qui était Bérin, qui a beaucoup travaillé donc pour la décoration du château de Versailles. Et puis au centre, vous avez une petite tache rouge. Il s'est inspiré donc de cette gemme qui appartient donc aux gemmes de la couronne, exposée donc dans la galerie d'Apollon au Louvre, et qui fait référence donc à la côte de Bretagne. Ayant travaillé pendant 14 ans au département des objets d'art, cela ne m'a pas échappé. Et donc tout ça pour dire, je vous disais tout à l'heure que Mathieu est très cultivé. Donc vous voyez jusqu'où il va chercher ses références. Donc c'est vraiment considérable. Certaines de ces affiches ont été, je dirais, complétées par des toiles. Donc il a réalisé des toiles, une pour New York et une aussi pour l'Espagne. Et donc c'est vraiment extrêmement beau. C'est vraiment, comment dirais-je, un choc esthétique. Et là, on se dit quand même qu'il a apporté quelque chose de fondamental à l'abstraction, donc à cette époque. Nous arrivons dans une salle que j'aime beaucoup et qui s'appelle L'attrait du grand siècle. Donc Mathieu Dandy, Mathieu qui, voilà, n'hésite pas à avoir des coups de gueule dans la presse en disant, voilà, l'État ne fait pas le nécessaire en matière de politique culturelle, l'État ne fait rien, patati, patata. Il ne cesse, voilà, de se plaindre. Et donc, vous comprendrez que son attrait pour le grand siècle va vous donner une idée un petit peu de ses orientations idéologiques et donc politiques. Voilà, très orienté, et il n'a pas peur de l'afficher. Et donc, de fait, évidemment, puisqu'il aime le grand siècle, il s'intéresse aussi à des personnages qui ont beaucoup compté. Et notamment, vous avez cette toile extraordinaire, hommage à Monsieur de Vauban. Et derrière la toile, donc en fait, Mathieu, parce qu'on l'a découvert au moment où on a fait les constats d'état, donc en fait, c'est l'inventeur de la dîme royale, puisque Vauban a écrit un ouvrage, voilà, sur ce qui était pour lui et ce qui aurait pu être intéressant, mais qui n'a pas pu être mis en œuvre. Voilà, en fait, l'idée intéressante donc du revenu, voilà, de l'impôt sur le revenu que nous connaissons aujourd'hui. En fait, c'est Vauban qui a eu cette idée géniale de vouloir créer une répartition juste pour tout le monde. Voilà. Ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, le titre est beaucoup plus long qu'il n'y paraît. Œuvre créée en 1969. Vous trouvez toujours les mêmes signes, les grands coups de pinceau. Et puis surtout, voilà, il y a quand même, si vous voulez, c'est abstraco-figuratif d'une certaine manière, puisque vous retrouvez les angles pointus, donc des remparts créés par Vauban. Mais surtout, dans cette salle, ce que nous souhaitions aussi, vous montrer cet hommage-là à Turenne. Donc, j'ai fait une petite erreur, pardonnez-moi, dans la. Voilà. C'est pas inventeur, c'est pas Turenne, l'inventeur de la dîme, c'est Vauban. Donc, pardonnez-moi. Et donc, ce qui était intéressant, nous avons mis dans le fond de la salle une reproduction d'une photo faite de son intérieur. Mathieu avait les moyens de s'offrir un hôtel particulier, donc avenue Léopold II, qu'il avait fait aménager entièrement dans le goût de Louis XIV, avec dorures, rideaux, voilà, absolument. Sa chambre avait la balustrade de la, voilà, la salle de trône. Et on le voit régulièrement photographié, filmé, assis sur un trône doré à la Louis XIV. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Et donc, il vivait dans ce décor. Et donc, nous avons souhaité représenter ça. Et puis, dans sa collection, il a bien entendu des tableaux qui représentent l'illustrissime Louis XIV. Voilà. Dans cette salle, nous avons également donc, la vitrine consacrée aux 18 moments donc, de la conscience occidentale. Cette création, donc vraiment exclusive par Mathieu, donc qui savait que l'histoire métallique de la série uniforme était en 81 mm, eh bien voilà, pour lui donner plus d'ampleur,
il a quasiment multiplié par 2 le diamètre. On arrive sur un module de 82 millimètres. Et donc, il a complètement révolutionné l'art de la médaille, où là, vous n'avez en fait pas de listelle. Le champ est lisse, mais vous avez l'utilisation d'un... Voilà, la tranche est biseautée, ce qui est extrêmement élégant en vérité. Et donc, il a... Alors, quand j'ai consulté les archives, il a donc travaillé beaucoup. Il a lu énormément d'ouvrages de philosophie, d'ouvrages d'histoire. C'était mais impressionnant. Et donc, il a choisi 18 dates de l'histoire qui ne sont pas forcément des dates que l'on trouve dans les livres scolaires, mais qui sont des moments, comment dirais-je, de prémices, de courants, soit philosophiques, soit esthétiques. C'est ça son choix. C'est l'émergence de quelque chose. C'est ça qui l'intéresse. Dans cette série, en fait, la majorité des médailles est concentrée sur la période du Moyen-Âge, qu'il adore. Il n'y a que 3 médailles sur le grand siècle, après un petit peu sur le 19e et le 20e siècle. Et donc, je ne souhaitais pas, si vous voulez faire une présentation en randonnion, parce que c'est extrêmement ennuyeux. Et donc, avec le socleur, on a créé cette composition qui fait que je souhaitais que l'on reprenne un mouvement un petit peu, je dirais, en hommage à l'abstraction lyrique. Donc, voilà, mise en œuvre par les coups de pinceau de l'artiste. Vous avez 2 grandes médailles au centre. Et là, ces 2 médailles ont été spécialement créées dans le cadre du Club français de la médaille. Donc là, pour les adhérents du club, dans un module de 140 millimètres, avec une version, donc, je dirais, colorisée. Donc, bronze doré, émail noir, bronze argenté, émail rouge. Très élégant et ça fonctionne très bien avec l'étoile de Mathieu. Mathieu a beaucoup fréquenté les ateliers de la Monnaie de Paris. Il y a passé énormément de temps et on sent vraiment que ça lui plaisait beaucoup. Donc là, j'ai dans une petite vitrine table, donc j'ai installé ces photographies qui le représentent dans les ateliers, en train de parler avec les techniciens. Il est aussi en train d'échanger avec Raymond Joly, graveur général de la Monnaie de Paris à l'époque, qui était un homme délicieux. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire 2 émissions de radio en 2000 avec Raymond Joly. C'est resté pour moi un souvenir ineffable. C'était fantastique. Et puis surtout, regardez l'élégance. Raymond Joly, son nœud papillon. Mathieu, toujours, voilà, costume 3 pièces. C'est absolument incroyable. C'est une époque pour ça, vraiment qui est, je dirais, divine. Et vraiment, vous avez, voilà, on est dans les années 70 et la splendeur, voilà, les gens s'habillent. Il y a du décorum, en fait. Et ça, vraiment, c'est très intéressant. Nous passons à une autre étape, la période orthogonale. Mathieu, alors, en fait, si vous voulez, notre exposition, elle est chronologique et thématique, mais en même temps, il faut quand même savoir que Mathieu développe différents courants, tout ça en même temps. Mais nous avons rassemblé dans chaque salle, si vous voulez, des œuvres qui mettent en lumière vraiment des temps forts. Et la période orthogonale, avec les 30 Glorieuses, Mathieu s'intéresse beaucoup à la modernité. Et donc, de fait, qu'est-ce que c'est que la modernité? Eh bien, c'est, comment dirais-je, le général de Gaulle qui décide de faire construire voilà, des bâtiments partout. Donc, forcément, on voit dans le paysage urbain des grues. Et la grue, voilà, ça construit, ça édifie. Et ça, c'est un élément, je dirais, décoratif qui inspire beaucoup l'artiste. Et donc, dans cette salle, nous avons mis vraiment des toiles où vous avez diagonale, horizontale, verticale, sur des fonds colorés, jaune ocre, rouge, bleu, noir. Voilà. C'est vraiment extrêmement, comment dirais-je, ordonné. Vous avez l'utilisation de cartouches au centre, très colorées, et puis vous avez au centre une sorte de panneau pris en sandwich dans un plexiglas. En fait, c'est la maquette qui a été réalisée dans le cadre d'un concours pour la radio RTL, et donc c'était pour la façade. Et donc Mathieu, vu qu'il s'intéresse à tout,
eh bien, a décidé de participer avec d'autres concurrents, donc à ce projet d'habillage de façade de la radio RTL, mais c'est Vasarely qui, à l'époque, finalement, va gagner le concours. Alors, Mathieu et Vasarely s'entendaient très très bien, donc ça n'a pas posé de problème. Et ça, tant mieux, parce qu'il n'était pas très commode et pas toujours sympa avec ses confrères, Mathieu. Mais surtout, j'ai souhaité exposer à droite la médaille qui représente, voilà, médaille commandée en 1967 par la SNCF. Je vous mets ici la version donc grand format fonte qui était réalisée aussi, parce qu'il y a une version frappée, mais je souhaitais présenter plutôt cela, où on voit directement, et je reviens quelques instants en arrière, vous voyez l'œuvre, voilà, l'étude pour l'affiche célébrant le 50e anniversaire de l'Union internationale des chemins de fer, donc du coup que vous retrouvez très bien. Et là, ce sont donc les rails et puis les, comment dirais-je, les intersections, les aiguillages, voilà, merci pour le mot. Et puis, j'ai présenté aussi des médailles qui représentent très bien, qui fonctionnent parfaitement avec la maquette que je vous présentais à l'instant. Et puis surtout, évidemment, dans cette salle, je souhaitais parler, bien sûr, de la pièce de 10 francs. En janvier 1974, Valéry Giscard d'Estaing lance le concours donc, pour la création d'une pièce donc d'une forte valeur, la pièce de 10 francs. Et à l'époque, bon, en 71, pendant le temps de l'exposition à la Monnaie de Paris, Mathieu est interviewé par un journaliste qui s'appelle Paul Giannoli et qui lui dit alors, maître, parce que il est maître, que pensez-vous des pièces et des billets? Alors là, évidemment, Mathieu ne s'est pas privé de dire que les pièces de monnaie étaient les plus ringardes du monde et les billets de banque les plus tristes du monde. Eh bien, 3 ans plus tard, finalement, Pierre Dehaye, voilà, le sollicite et lui dit: «Mais écoutez, cher ami, vous n'étiez pas content il y a de cela 3 ans. Est-ce que vous ne seriez pas tenté, voilà, pour participer à ce fameux concours?» Ben, Mathieu est un homme de défi. Alors évidemment, il ne va pas se priver, voilà, de se lancer dans la course. Il va y avoir à peu près, allez, entre 160 170 candidats. Et donc, il y a toute une histoire que je développe dans l'article que j'ai publié dans le catalogue. Et donc, je vais passer très vite. Et puis, finalement, il va y avoir voilà, 5 finalistes avec lui, des artistes pas très connus. Et puis, ben, au bout du compte, évidemment, Mathieu a tellement inventé, réinventé l'art monétaire. Alors, certains candidats proposaient un épi de blé, une Marianne. Bon, oui, d'accord. Là, Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que vous avez en haut à droite, je vous ai présenté une assiette qui a été réalisée pour la manufacture de Sèvres. Et donc, cette assiette, donc faite, on est en 67 ou 68, j'ai une petite hésitation sur la date, pardonnez-moi. Mathieu, vous voyez, va s'en inspirer, voilà, pour les différents modèles, voilà, parce que la carte de la France ne va pas lui venir d'un seul coup. C'est un travail progressif. Mais donc, vous voyez, il s'inspire de différents modèles qu'il a déjà réalisés. Et puis, au bout du compte, voilà, ici dans la vitrine, vous avez différents essais. Donc, j'ai fait une sélection parmi tous les modèles qu'il pouvait y avoir. Et donc, je vous ai présenté cela, et avec notamment 4 pieds forts. Donc, un en platine, un en or, un en argent et un en cupronickel que vous avez donc ici, et avec l'outillage qui a permis de frapper un de ces pieds forts. Et donc, je me disais que c'était intéressant de montrer ce genre d'objet vraiment destiné aux collectionneurs. Et donc, pour les amis du franc, je pense que cette petite vitrine sera tout à fait intéressante. Et puis, j'ai fait la même chose, évidemment, pour le revers. Et là, il s'inspire d'une des médailles des 18 moments de la conscience occidentale. On voit très bien qu'il s'inspire du motif de la médaille qu'il avait créée pour Luxeuil, notamment Saint-Colomban, fond de Luxeuil. Et donc, progressivement, il va finalement arriver là aussi sur l'inspiration de la grue.
cette modernité absolument incroyable. Et surtout, ce qui est intéressant pour vous, amis du Franc, qui êtes parmi nous, je n'en doute pas, vous avez, voilà, ici, j'ai trouvé dans les archives du comité Mathieu cette maquette. Parce que tout le problème, en fait, qui s'est passé, c'est que, bon, évidemment, étant l'ami intime de Pierre Dehaye, je me suis posé la question de me dire, mais est-ce que il n'y a pas eu une espèce de collusion quelque part quand même? Parce que Mathieu avait accès aux ateliers. N'aurait-il pas été privilégié? Point d'interrogation par rapport à d'autres candidats. Bon, je n'ai pas une preuve absolue, mais voilà, je me questionne. Parce qu'en fait, il a certainement quand même rencontré à l'époque le nouveau graveur général qui est Émile Rousseau. Parce que quand on regarde cette maquette, et même quand on a la pièce en main, il y a quand même beaucoup de relief. Il y a un travail important sur le relief. Et donc, c'est très clair. Sur une des archives, Pierre Dehaye dit, écoutez, on va voir avec monsieur le graveur général pour trouver des solutions. Parce que, oui, quoi, votre modèle, il est super, mais il va falloir le faire maintenant. Et vous avez un petit dessin qui se trouve, voilà, que je vous ai mis en gros plan. Vous avez une partie un peu en biais qui s'appelle la batte. Et donc, que l'on voit toujours sur les outillages gravés, donc pour la frappe monétaire, de façon à permettre au flanc de s'échapper du coin juste après la frappe. Et ça, ce petit dessin, il n'y a que le graveur général. Eh ouais, parce que ça, c'est pas Mathieu qui pouvait savoir ça. Donc voilà, ça, je laisse la question ouverte, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et donc, du coup, je présente, alors je reviens en arrière, pardonnez-moi, pour vous repasser. Voilà, le médaillon qui est à gauche, c'est en fait une galvano qui mesure quasiment 50 cm, qui a été faite spécialement pour Mathieu. C'est un cadeau, en fait, réalisé dans les ateliers de la Monnaie de Paris, et qui reprend donc le thème de la grue que vous retrouvez sur le revers de la pièce de 10 francs, du coup. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et là, Mathieu, évidemment, le 31 juillet 1974, il y a une revue de presse. Pierre Dehaye lui dit, écoutez, cher ami, je vous laisse choisir les artistes que vous voulez, les journalistes que vous voulez inviter, etc., etc. Et alors, vous voyez, là, il est très fier, il présente son travail. Voilà, travail accompli. Le seul souci, c'est que cette pièce de monnaie va très vite être contrefaite. Et donc, on va la sortir de la circulation finalement rapidement. Elle ne va pas vraiment avoir une longue existence. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui n'avait peut-être pas été prévu en amont. Bon, bref. Je laisserai la parole à Laurent, par exemple, s'il a envie d'aborder ce sujet à la fin de la conférence. Le temps passe et nous poursuivons donc la conférence. Je n'en ai plus pour très longtemps. Donc ici, vous avez cette salle que l'on appelle Suite en blanc. Mathieu aime la couleur, mais Mathieu aime le blanc aussi. Et donc, nous souhaitions présenter ici des toiles où là, c'est extrêmement minimaliste, avec toujours le même graphisme, toujours ces grands signes, donc blanc sur blanc ou légèrement rosé. Et puis, vous avez surtout la manufacture de Sèvres, qui, là justement, tous les fonds d'assiette, la porcelaine est blanche. Et là, on voit le trait de Mathieu réalisé à leur fin. Et donc, le travail de l'artiste qui travaille à la fois donc, pour de grandes institutions, Monnaie de Paris, Sèvres, il travaille aussi pour la Poste. Mathieu, il sature son travail, voilà, et partout. La pièce de 10 francs est dans les poches, voilà, des Français. Vous avez à Matignon ailleurs le service, voilà, d'apparat. Voilà, lorsque le président de la République accueille les invités pour les déjeuners diplomatiques, Mathieu est là. Et Mathieu a créé la marque donc de la manufacture de Sèvres, qui est toujours, je dirais, active aujourd'hui. Donc, vous voyez que son héritage est vraiment très important. Donc, cette salle, voilà, est là pour souligner ce travail où vous avez un moment où Mathieu a besoin de zénitude, en fait.
Et vous avez ici une toile sur fond blanc toujours, mais là, l'artiste a utilisé une espèce de stylet où il a enlevé la peinture. Donc là, c'est pas, je dirais, une peinture qu'il ajoute sortant du tube. Là, c'est comme gravé directement sur la toile, en fait. Et c'est extrêmement minimaliste, ce qui est une bonne transition pour arriver dans une autre salle. Mais je fais une petite pause. Évidemment, la télévision, un art de notre temps. Nous avons une toute petite salle donc, qui est consacrée au logo d'Antenne 2, que certains d'entre vous ont bien connu ici, et puis le 7 d'or. Donc vraiment, personne ne peut ignorer le travail de Mathieu. C'est absolument incroyable. Et nous présentons dans cette salle un film qu'il faut absolument voir, qui a été réalisé par Frédéric Rossif, qui était donc plutôt un documentariste spécialisé dans les documentaires animaliers. Mais alors justement, je me suis dit, mais Mathieu est un grand fauve. Donc, quelque part, c'est logique. Et alors, donc, le film, nous le présentons intégralement, ça dure 50 minutes. Et alors là, vous voyez Mathieu qui est en train de peindre, voilà, parfois en musique, enfin, je veux dire, c'est carrément dingue. Et c'est à la fois absolument hypnotisant. Et figurez-vous qu'à la boutique de la Monnaie de Paris, on a des DVD voilà, du film. Je veux dire, c'est quasiment épuisé. Les gens se ruent sur ce film. Et à un moment, donc, vous avez, je dirais, une scène où il y a une danseuse, voilà, qui peint, enfin, je veux dire, qui danse en même temps que Mathieu peint. Et puis, vous avez surtout un compositeur qui sera très connu pour un film, Les chariots de feu, c'est Vangelis. Et donc, Mathieu aussi, il entre un goût pour la musique ultra contemporaine. Et en revanche, il n'aimait pas Boulez, mais aussi pour la musique baroque. Donc c'est vraiment, voilà, les extrêmes en même temps, très intéressant. Et dans ce film, il fait aussi filmer des karatékas, ce qui me permet d'arriver sur cette avant-dernière salle que l'on appelle les œuvres zen, où vous avez l'œuvre donc karaté. Nous sommes voilà, à ce moment-là très important de l'œuvre de Mathieu, où quand il filme les karatékas, en fait, il y a une correspondance entre l'énergie avec laquelle Mathieu peint et l'énergie avec laquelle les karatékas font voilà, leur combat. Donc ça percute. Quand Mathieu pose son pinceau sur la toile, ça percute, il y a des éclaboussures. Et l'éclaboussure, elle est synonyme, je dirais, d'énergie physique, en fait. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Et puis, à côté de cela, vous avez hommage à Louis XI. Voilà, une toile, un trait rouge, hop, et voilà, tout est fini. Et ça parle de lui-même. C'est vraiment cette période, je dirais, plus tranquille, voilà, moins, comment dirais-je, moins expressionniste d'une certaine manière. Et puis, nous arrivons à la dernière salle, où vous avez la libération d'Orléans par Jeanne d'Arc. En 1982, mince, la fameuse historienne dont je connais le nom, Régine Pernoud, voilà, commande à l'artiste donc une œuvre, et notamment pour la municipalité de la ville d'Orléans. Et là, Mathieu va revenir à quelque chose de plus figuratif, tout en étant quand même dans l'abstraction, où on voit au centre donc les tours donc de la cathédrale d'Orléans. Vous avez deux grandes diagonales, comme un effet, si vous voulez, de bataille. C'est extrêmement puissant. Et donc, il est vraiment en train de nous montrer cette scène de bataille. C'est très, très fort. Et puis, en plus, avec une gamme colorée très, très belle. Et en même temps, Mathieu, à la fin voilà, des années 80, début 90, il faut savoir quand même qu'il y a un désintérêt pour son travail. Et puis, au bout d'un moment, quand même, comment dirais-je, à force d'être désagréable, eh bien, les journalistes, les critiques finissent par se détourner de cet homme qui, finalement, n'a de cesse de ressasser. Donc, ces vidéos, enfin, tout ça s'est dépassé. On a vraiment
d'un point de vue artistique, envie de quelque chose de neuf. Donc, une génération d'artistes arrive sur le devant de la scène. Et évidemment, Mathieu est très triste de cette situation, mais en même temps, il l'a voulu un petit peu aussi, hein. Et donc, je vous montre là une œuvre qui est très symptomatique de son travail. Donc là, il va davantage travailler sur des formats plus resserrés, plus petits. Ben, il est âgé aussi, hein, donc il ne peut plus sauter en l'air comme... voilà, c'est dangereux. Donc, de fait, ces formats sont plus courts, mais regardez, vous avez des coulures, comme si la peinture pleurait d'une certaine manière. Et donc ça, ici, cette toile s'appelle Rêve desséché. Une autre est présentée dans la salle, et ça s'appelle, qui a pour titre, L'heure sans nuit, N-U-T. Mais d'un point de vue homophonique, c'est l'heure qui s'ennuie. Donc on sent que Mathieu, voilà, il est désabusé, il est fatigué. Mais, 3 petits points de suspension. Son travail, néanmoins, va être, je dirais, saisi par une catégorie d'artistes, au départ improbable, mais il y a une filiation, et là j'en arrive. Alors, je passe, voilà, les commissaires, etc. Bref, sur la deuxième partie de l'exposition, où là, nous avons souhaité, avec Éric Dechassé, inviter des artistes de l'art urbain. Parce qu'en fait, évidemment, Mathieu, de par le fait de travailler vite, de prendre des risques, de travailler sur de grandes surfaces, eh bien évidemment, ce sont les artistes de l'art urbain qui s'emparent, voilà, de construction dans des terrains vagues. Ils graffent sur des wagons, des voitures de chemin de fer, etc. Bref, vous avez donc une correspondance entre le travail gestuel de Mathieu et le travail gestuel donc des graffeurs. Et donc, nous avons invité différentes générations. Donc, il y a des œuvres de Futura, qui est vraiment un des artistes pionniers de l'art urbain dans les années 80 à New York. Et il nous a envoyé une œuvre super, enfin, il y en a 3, elles sont magnifiques. Un artiste, là, je vous ai montré en haut l'œuvre de Nacio. Et donc, le jour du vernissage, Karim a pu rencontrer Nacio, ils ont pu discuter tous les deux, donc c'était vraiment chouette. Et c'est un artiste absolument mais incroyable. Je l'ai vu en train de créer cette œuvre. C'est sidérant. Il reprend la gestuelle de Mathieu, mais c'est magnifique. Et donc, on a dit à ces artistes, on vous laisse carte blanche et vous pouvez investir tous les murs. Donc, ils ont peint la surface, donc c'est super, vraiment. Et en bas, vous avez les Kessowat, des artistes formidables qui ont, voilà, c'est eux qui ont un petit peu briefé tous les autres artistes. Donc, Nacio, il y a 2 autres artistes, le nom m'échappe, pardonnez-moi. Et puis aussi un artiste, John 156, voilà. John Wan, voilà, absolument. John Wan aussi, c'est absolument incroyable. Et puis une vidéo qui représente un artiste suédois qui s'appelle Nug, avec une œuvre, alors là, carrément déjantée, que je vous laisse découvrir, mais vraiment, ça vaut le coup. Et les 2 expositions, vraiment, se nourrissent l'une l'autre. Et voilà, ça donne aussi l'occasion de faire venir à la Monnaie de Paris un public qui s'intéresse à l'art urbain, qui ne viendrait pas forcément chez nous, et vice-versa, voilà, qui monte à l'étage pour découvrir le travail de Mathieu. Mais en tous les cas, voilà, Mathieu est vraiment un artiste très singulier qui a tout fait pour se faire remarquer. Son travail est quand même extrêmement important et reconnu. Il est toujours aujourd'hui extrêmement coté. Et cette exposition, donc, qui est vraiment une rétrospective d'œuvres choisies, l'idée n'était pas, je dirais, de choisir beaucoup d'œuvres, mais de choisir vraiment des œuvres emblématiques, à la fois sur le plan esthétique et qui ont une histoire, parce qu'elles sont documentées aussi. Ça, c'est vraiment, sur le plan scientifique, extrêmement important. Et je peux vous dire qu'avec mes 2 collègues, nous avons eu des échanges extrêmement nourris, des batailles aussi, il faut le dire, mais
Ça a toujours été vraiment avec beaucoup d'estime réciproque et c'est un très joli projet. Je remercie beaucoup la Monnaie de Paris de m'avoir donné l'opportunité de travailler sur ce projet, car c'était une surprise qui m'a été faite par le PDG, ma direction, qui m'ont dit: «Béatrice, vous allez être commissaire avec» et là j'aurais dit: «Merci président, c'est la classe». Du coup, je vous remercie beaucoup pour cette présentation pleine d'humour.